Monsieur Bertin Mampaka, vous avez été tour à tour conseiller communal échevin au niveau de la ville de Bruxelles, puis sénateur. Aujourd'hui, vous êtes 5e à la région sur la liste CDH, la liste numéro 14. Vous avez participé à la législature finissante. Un petit bilan s'impose pour nos auditeurs. En quoi se résume ce bilan? Très rapidement, vous avez dit que je suis conseiller communal, évoqué toutes les fonctions que j'occupe. Donc, dans mon bilan, je n'exclus plus de rappeler une chose, c'est que je suis le premier Africain à avoir pensé, osé, comme diraient mes amis et mes congénères de l'époque, m'investir dans la vie politique belge. Donc, je revendique comme bilan, un des points essentiels de mon bilan, l'affluence et la participation aujourd'hui des minorités subsahariennes dans tous les partis démocratiques, y compris les partis presque pas démocratiques, que je ne peux pas évoquer ici. On y trouve aujourd'hui des Africains pouvant porter des idées de partis politiques. Phénomène qui est nouveau, qui n'est pas le même dans un pays comme la France, dans lequel l'immigration est plus importante que la nôtre, et d'autres pays d'ailleurs, ni en Espagne, ni dans d'autres pays. C'est plutôt les Européens qui sont associés ou intégrés dans la vie politique. Je revendique, avec beaucoup d'insistance, ce phénomène, et je le mets à mon actif de mon bilan, c'est-à-dire avoir donné goût, passion, envie à des minorités comme moi de pouvoir oser, comme on disait jadis, s'impliquer dans la vie politique belge et avoir fait reculer les murs et les limites de la perception. Ceci ne change pas la problématique du racisme et de la discrimination dont nous sommes victimes, y compris moi-même, malgré les hautes fonctions que j'ai occupées, et dans toutes mes fonctions, je l'ai ressenti à des degrés divers. Deuxième bilan, celui-là on peut le considérer comme étant à titre personnel, deuxième bilan, c'est qu'en qualité d'échevin, c'est difficile de donner un bilan sur une législature uniquement, mais je ne retrace pas toute ma carrière, mais les faits les plus importants, comme échevin de sport à la ville de Bruxelles, de la solidarité internationale, de l'environnement, des espaces verts, de l'équipement municipal, de la régie foncière et de la propreté. Et je cite tout ça pour vous montrer que je suis un des rares Africains qui ait fait le tour des compétences qu'une municipalité capitale peut assumer. Je crois que je ne vous ai pas déshonoré. Malgré les cabales médiatiques lancées par divers, n'est-ce pas, les adversaires politiques qui contrôlent les médias publics ou certains médias privés, ayant pour objectif tout simplement de salir l'image d'un homme de couleur faisant la politique avec rigueur, objectivité sur la grande place de Bruxelles. On m'a traité de scientologue, on m'a traité de maraboutants, on m'a accusé d'homophobe, on m'a accusé de plein de choses, n'est-ce pas? Toutes ces choses se sont toujours avérées fausses, jusqu'au jour où les journaux qui colportent ce genre de trucs ont donné à Obama un museau de singe pour le comparer avec un animal. C'est ce jour-là qu'on a compris que cette presse n'avait pas de limite. Donc je ne vous ai pas déshonoré, malgré la campagne qui a été faite. Troisième bilan essentiel, le Stade Roi-Baudouin, je revendique l'avoir mis au nombre du jours pour permettre, comment on appelle la Coupe du Monde, de pouvoir se tenir, en tout cas du moins, les Diables Rouges de pouvoir s'y qualifier. Des grands événements en matière sportive, tels que le Mémorial Van Damme, je ne l'ai pas créé, mais je l'ai gardé, il était prêt à partir, n'est-ce pas? Le WTA, un tournoi de tennis 15 jours avant Roland Garros avec les meilleures joueuses du monde, n'est-ce pas, pour honorer la ville de Bruxelles, je le revendique. Un jumping international que j'étais cherché de mes poches, d'ailleurs il ne vient plus. Ces deux événements ont disparu depuis que je ne suis plus échevin, donc ça fait disparaître Bruxelles sur la carte des événements sportifs. Le jumping international, c'est 600 millions de téléspectateurs à travers le monde, n'est-ce pas, que j'avais fait venir sur Bruxelles, et depuis que je ne suis plus échevin, il est parti. Le Tour de France, ce n'est pas un grand espoir de l'avoir fait, mais je l'ai porté sur la ville de Bruxelles pour montrer à tous les Belges de souche, n'est-ce pas, qu'on peut être noir, africain, n'est-ce pas, et vouloir servir ce pays qui nous a accueillis. Dans mon cas, il m'a donné un diplôme, une femme, et je dirais même un peu de pouvoir, n'est-ce pas. Je continue en ma qualité d'échevin, 850 logements qui ont été construits. Mon ami Mailleur, bourgmestre, aujourd'hui, est fier d'en avoir construit 1200, n'est-ce pas, sous une législature, mais moi j'en ai construit avec Jour d'Allemagne, 850, ça n'a jamais été contesté par personne jusqu'à aujourd'hui. Des terrains synthétiques divers, je suis un des rares Africains qui ait posé des premières pierres, mais qui ait surtout mis des plaques à mon nom. Allez au Palais du Midi, vous allez voir que c'est moi qui ai refait tous les Palais du Midi, sans compter les plans de rénovation de toutes les piscines de la ville de Bruxelles, qui est aujourd'hui en train de se terminer. Alors comme parlementaire, voici ce que je revendique encore, mais qui est vérifiable. Il suffit d'aller dans le site, de suivre les discussions, les conversations diverses, parce que je sais que depuis que nous avons quelques Africains qui sont membres du Parlement, certains vont se dire qu'ils sont auteurs de je ne sais pas quelle loi concernant la mutilation, je ne sais pas lesquelles, etc., etc. Et certains se targuent d'un bilan parlementaire très fourni, très élaboré, sous le modèle que moi je conteste, c'est-à-dire des gens qui viennent lire leurs questions, qui ont été écrites par des collaborateurs, et qui prétendent faire un travail parlementaire avec des résolutions qui n'auront jamais aucune suite.
dans mon cas, j'ai porté avec Michel Loutemer et soutenu et obtenu envers et contre beaucoup de ministres, Françoise Dupuis, elle est là, et je la cite, on n'a qu'à lui demander l'allocation loyer, que les socialistes ne voulaient pas, que les écolos ne voulaient pas, que les libéraux voulaient à leur sauce, c'est-à-dire pour subsidier plutôt les patrons de propriétaires, plutôt qu'à la sauce que nous avons fait. Aujourd'hui, près de 2000 familles bénéficient d'allocation loyer, objectivement, de 150 € par mois. C'était un combat porté par Michel Lemaire, le CDH, et votre serviteur. Je n'ai pas eu d'interview à la RTBF, je n'ai pas été invité pour aller en débattre, n'est-ce pas? Et mon parti va élargir cette allocation loyer à toutes les personnes, c'est-à-dire 44 000 familles, qui attendent d'entrer dans un logement social. Je mets ça à mon actif. Les familles africaines ne peuvent pas accéder au logement social parce que leur composition de ménage est trop grande par rapport à la conception de logements sociaux. Les règles pour y loger des enfants étaient trop rigoureuses. Il y avait des dispositions qu'on appelle la dérogation sociale qui n'étaient appliquées par aucun directeur de logement social. J'ai réussi à convaincre Christophe Doulkeredis, ministre écolo, n'est-ce pas, à ce que nous puissions reculer l'âge où les enfants du même sexe peuvent partager une même chambre jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est une très grande victoire. Madame Dupuis ne le voulait pas. Et les interventions et les interpellations, surtout dans les annales du Parlement, vous pouvez aller voir. C'est une victoire, je dirais, presque personnelle. Parce que ça, ce n'était pas un projet de mon parti. C'était mon projet tout seul. Et ça touche à des milliers de familles. Et ça pourra avoir comme conséquence de dégraisser les nombres de personnes qui attendent depuis 15 ans, n'est-ce pas, de logements et qui ne sont jamais dedans. Et des défaites, vous en avez eu? Des défaites, oui, énormément. Par exemple, ça n'a jamais été un programme électoral et je n'ai jamais mentionné. J'estime que les radios communautaires, que ce soit Radio Campus, que ce soit Radio Libre, que ce soit les radios diverses, n'est pas, devraient pouvoir se structurer comme jadis Almanar pour créer un conseil d'administration, pour que les fréquences et les ondes, pourquoi pas une radio, une fréquence complète, soient consacrées à la radio subsaharienne, n'est-ce pas, qui permettrait pas seulement de véhiculer nos cultures à des enfants qui sont nés ici, mais aussi de relayer des informations utiles en matière d'allocation familiale, en matière de chômage, en matière de handicap, en matière de vieillissement, en matière de procédures d'hiver. Si j'étais ministre, moi, demain, de la culture, n'est-ce pas, voici quelque chose que je ferais, pas pour aller chercher des voix uniquement pour moi, mais pour rendre service à la communauté subsaharienne, c'est-à-dire les citoyens belges qui n'ont pas d'autre moyen d'avoir l'information spécifique les concernant qu'à travers les radios communautaires qui ont une nécessité, contrairement à ce qu'on croit, que ça ne permet pas aux gens de s'intégrer. Ça permet justement, j'en veux pour preuve, vous-même et Radio Panique, j'en suis sûr, et Radio Libre, avions mené la campagne de régularisation de 2000, au travers vos ondes, qui a permis de régulariser des milliers de gens qui s'est méfié de rentrer en contact avec l'administration, considérant que cette campagne de régularisation était une forme d'attrape-nigo pour pouvoir simplement refouler les sans-papiers. Donc, l'échec que je considère à titre individuel est celui-là. Mon bilan en tant que parlementaire au niveau de l'argent Bruxelles Capitale, aujourd'hui, les agences immobilières sociales, n'est-ce pas, nous nous sommes appropriés le thème et la priorité, voyant qu'il est difficile de construire de logements à l'argent Bruxelles, on a plus difficile de construire de l'argent Bruxelles qu'à la ville de Bruxelles, n'est-ce pas, On se dit, il faut développer davantage les agences immobilières sociales. Aujourd'hui, nous avons les agences immobilières sociales qui tournent autour de 3500 de logements, avec une intention de poursuivre en la matière. Les aides sous les allocations, déménagement, relogement, les ADIL ont été réformées, les montants ont été augmentés. C'est vraiment une touche CDH. Si je vous donne l'accord du gouvernement, on avait dit, nous allons expérimenter. On n'est plus à l'expérimentation et ça fait partie de nos priorités pour la législature prochaine, nous avons l'occasion de pouvoir revenir. Ces points touchent essentiellement les gens de la diversité dans laquelle je viens. Indépendamment de tous ces points que vous venez d'évoquer, il y a le programme du parti, certes, mais vous-même, vous avez vos propres priorités par rapport à la future législature. Quelles sont ces priorités? Eh bien, mes priorités, ou celles que je considère comme étant une priorité, mais touchant personnellement, sont les suivantes, notamment en matière d'emploi. Il faut commencer par où le bas blesse. La Belgique est en crise, l'Europe est en crise, n'est-ce pas? En période de crise, Hitler avait confisqué la nationalité aux Juifs, n'est-ce pas? Confisqué leurs biens, etc., etc. Le populisme et le nationalisme ambiant aujourd'hui, la banalisation de l'injure raciste, car nous sommes victimes aussi des vexations et de discriminations, pourrait faire passer au second plan les discriminations que nous avons à l'embauche. La seule façon pour moi de la combattre, c'est aujourd'hui de relancer l'emploi des jeunes, parmi lesquels on trouve beaucoup de jeunes africains. La démographie subsaharienne est telle que les jeunes les plus pénalisés donc, sont les subsahariens. Voilà pourquoi est-ce que je porte la mesure proposée par Benoît Ludienne, outre la réduction des intérêts notionnels et consorts. Donc, je porte la mesure portée par Benoît Ludienne qui consiste à réduire à 0%
les cotisations de sécurité sociale, n'est-ce pas, qu'un employeur doit payer pour un jeune travailleur afin de créer du travail pour les jeunes, en espérant bien sûr qu'elle va savoir absorber le chômage dans la communauté subsaharienne où les taux ne sont jamais connus officiellement, qui doivent être certainement le triple du double de ce qu'on trouve normalement. Ça, c'est une première priorité. En matière sportive, n'est-ce pas, depuis que je suis plus échevin de sport à la ville de Bruxelles, j'ai donné une allocation, un chèque sport de près de 150 € à 1200 familles, n'est-ce pas, pour pouvoir payer les frais de leurs enfants. Aujourd'hui, il paraît que le collège a bloqué ça à 500 €. Si je suis élu, et si j'ai la grâce d'être ministre des Sports, pourquoi pas, et je l'espère, on est élu quand même pour assumer des fonctions, hein, pas pour rester derrière, n'est-ce pas? Mon intention est de remettre, et dans mon groupe politique, je pèserai suffisamment. La fameuse allocation loyer, n'est-ce pas, qui est de 150 € aujourd'hui, nous comptons non seulement l'élargir, la maintenir, la développer encore davantage, et la généraliser, comme je le disais, aux 44 000 familles, 1000 familles qui sont en attente aujourd'hui. Et puis en termes de mobilité, cette ville, ça devient une honte. On se croirait à Kinshasa, n'est-ce pas? Et je ne connais pas Dakar, mais presque à Tombouctou. En tout cas, on se croirait à Cotonou, à l'heure où les heures de travail se terminent. La capitale d'Europe ne peut pas avoir une telle honte. Et je me demande parfois où sont les policiers, n'est-ce pas, pour assurer la mobilité et la circulation. Donc, pour éviter les embouteillages, hein, les gens racontent beaucoup. Il y en a qui veulent couvrir les rings, il y en a qui veulent je ne sais pas faire quoi. Moi, j'ai dit, il faut augmenter la fréquence en termes de métro, mais surtout, inciter le Bruxellois à ne pas devoir payer si cher les déplacements en métro pour qu'il n'utilise pas sa voiture. Je ne dis pas une gratuité totale, mais diminuer les coûts de paiement du transport pour les gens qui habitent Bruxelles, les gens qui habitent OML ou ailleurs, ils peuvent payer leur transport. Donc voici un peu quelques priorités, sans parler de problématiques de vieillissement, n'est-ce pas, et le fait qu'avec les nouvelles compétences que nous avons, il faudrait rester vigilant pour que les allocations familiales notamment, les questions de soins de santé et le traitement des chômeurs qui sont aujourd'hui en fin de droit, n'est-ce pas, ne soient pas aggravés par tout simplement la régionalisation qui fermerait les enveloppes, qui nous empêcherait d'avoir les moyens nécessaires pour que nos chômeurs dans ce pays soient traités de manière équivalente au nord, au centre du pays comme au sud. Quel message particulier avez-vous à adresser aux électeurs? Aux électeurs, je leur dis, nous allons voter 3 fois cette fois-ci. Attention, restez vigilants. Une fois l'Europe, je recommande Claude Rella, Monique Missenga, et d'autres bien sûr. Une deuxième fois la Chambre, je recommande Francis Delperret, Frémaux, mon ami Georges d'Allemagne, et qui est un fidèle allié pour les questions de relations internationales, et l'un des rares spécialistes qui reste dans la Chambre des représentants aujourd'hui pour les questions africaines. J'ai largement besoin de lui, n'est-ce pas, en tant que député fédéral. Et à la région où Joël Milquet est arrivé, je porte Joël Milquet comme président, ministre-président de la région bruxelloise. Bruxelles a besoin d'une femme de grande envergure, un grand esprit, comme diraient certains scientifiques que je connais. Milquet, Elena, je veux dire que c'est pratiquement une fonction taillée sur mesure. Elle a initié la 6e réforme de l'État et y a participé. Ce serait bien qu'elle vienne à Bruxelles pour pouvoir s'assurer que Bruxelles ne sera pas désavantageux dans l'application de cette 6e réforme. Elle est première, donc. Je propose moi-même comme 2e, n'est-ce pas, car je suis 5e sur la liste. Il y a des personnalités comme Mijane, Migisha, compagnie, et j'en passe, mon ami Fassi, pour faire la diversité, et je ne sais pas qui d'autre, André Dibus, soudoyen, qui sont des parlementaires sortants, que je recommande vivement, parce que ce sont des collègues qui ont montré et fait preuve d'une réelle efficacité dans leur travail, n'est-ce pas? Et on peut voter pour plusieurs candidats sur la même liste, et je dirais aux électeurs, faites-moi confiance, parce que Mampaka, c'est quand même, vous l'avez dit, 10 ans d'expérience, ça ne se trouve pas dans la communauté subsaharienne, 10 ans d'expérience, de compétences, de connaissances des mécanismes politiques, des rouages, des connaissances des personnalités et des acteurs dans cette région. Sincèrement, je pense qu'un homme bien sensé devrait se dire, en période de crise, il vaut mieux avoir des hommes d'expérience, comme Jean-Luc Dehaene, qui est mort, est venu nous aider à la formation du gouvernement, comme Verhofstadt est revenu. Il vaut mieux des hommes d'expérience en période de crise pour s'assurer que nos intérêts sont réellement défendus. Et je leur recommande, vous n'en trouvez pas beaucoup, n'est-ce pas, qui cumulent cette expérience, cette efficacité, cette endurance. Je ne parle pas de longévité parce que je n'ai jamais que 10 ans. Et 10 ans en politique, ça paraît une éternité pour beaucoup. Mais enfin, nous, quand on travaille, on ne voit pas le temps passer. Voilà, en période de bonne campagne, M. Bertin Mampaka, n'oubliez pas, c'est la liste numéro 14, 5e à la région. C'est moi qui vous remercie pour votre interview et bonne continuation. Merci.